Bien, la salle est quasiment pleine, tout va bien. Normalement, elle était pleine, donc je pense que les gens vont arriver. Même trop nombreux, puisque ce sujet passionne, puisqu'il y avait, au-delà des 72, 73 chaises dans cette salle, il y avait presque une vingtaine de personnes sur la liste d'attente. Donc je crois que l'IA, c'est le premier. Je pense qu'on en fera un autre courant 2024, ça va tellement vite que je crois qu'à mon avis, même une fois par an, c'est trop large. C'est trop long, c'est trop long. Merci d'être présent ce matin pour ce nouveau petit déjeuner de la création. 6e de l'année, salle pleine à chaque fois, c'est de bonne aloi. Je crois que la création d'entreprise sur notre territoire vit bien, se développe bien, et on espère qu'à travers ces manifestations, eh bien, on contribuera, on apportera une petite pierre à cet édifice qui est votre parcours, votre projet, et que grâce à cela, vous serez enrichi de quelques conseils clés. Et je crois que ce matin, vous serez enrichi de très beaux conseils clés. J'espère que vous avez prévu des sacs à dos pour ranger les conseils dedans, parce qu'il y en aura. Et puis, je voudrais vraiment remercier ce matin, avant de vous céder la parole, monsieur le vice-président, parce que remercier nos partenaires, comme c'est aussi effectivement le dernier des petits déjeuners de l'année, remercier tous ceux sans qui ces petits déjeuners de la création ne pourraient pas exister, parce que s'ils sont 100% gratuits, c'est qu'il y a derrière toute une série de partenaires qui contribuent, alors certains par des manières techniques, d'autres par des manières financières. Vous voyez par exemple clairement Auvergne Métropole qui nous accueille dans ses pépinières, qui sont des cocons pour vos développements, de magnifiques pépinières sur le territoire, mais vous en parlerez mieux que moi. Mais j'aimerais effectivement citer alors, le Crédit Agricole Centre-France, l'APEC, la MAF, Second Souffle, effectivement, qui sera aussi au centre de notre prochain petit déjeuner en janvier. Le groupement des créateurs d'entreprises, oui, je t'avais aperçu là-bas au fond, voilà. C'est rare, qu'est-ce que tu fais là-bas derrière? Tu as de la place là si tu le souhaites. T'es en retard, oui, c'est ça. L'université Clermont-Auvergne avec l'IUT qui est là, voilà, je vous avais vu tout à l'heure, voilà. Effectivement, Pôle emploi également. Chacun amène à un moment donné une petite pierre à cet édifice-là, et puis c'est tous ensemble qu'on avance, et puis tous ensemble qu'on marche chaque jour, nous dans l'organisation, vous dans vos projets, et puis on se revoit tout au long de l'année. Maintenant, c'est le 6e de 2024, et c'est plaisant de voir qu'il y a déjà des visages qui reviennent régulièrement, et ça, c'est un vrai plaisir. Ce matin, on a une vraie chance parce que Clermont, alors même si vous êtes déjà, j'allais dire, un partenaire actif et vous soutenez Clermont-Auvergne Métropole, les petits déjeuners depuis quasiment le redémarrage en 2024, on officialise ce partenariat. Monsieur le vice-président, je vais vous céder la parole quelques minutes parce qu'effectivement, on est chez vous, donc je ne peux pas dire mieux que de vous donner la parole et vous laisser le micro quelques instants avant qu'on démarre ce petit déjeuner. À la main ou sur un pied? Oh bah non, c'est comme vous voulez. Bien. Écoutez, merci pour ce que vous faites au sein de nos pépinières d'entreprise, dont vous pouvez d'ailleurs remarquer que nous avons largement rénové ces dernières années pour offrir un cadre agréable à nos chefs d'entreprise. Je voudrais simplement rappeler que Clermont-Auvergne Métropole est ravi de soutenir les petits déjeuners de la création, depuis qu'ils ont redémarré d'ailleurs, et vous féliciter pour tout le travail que vous réalisez au service de nos entreprises du territoire. Et ces événements sont sans doute l'occasion d'éclairer les porteurs de projets sur des sujets qui les passionnent, puisque le succès est là, 75 personnes présentes, comme à chaque fois d'ailleurs. Et vous allez évoquer un sujet qui est à la fois passionnant, qui ouvre des perspectives, mais qui est aussi inquiète, forcément. Et je pense que les débats vont être passionnés. Je ne pourrai pas y assister parce que j'ai d'autres obligations dans la matinée, mais je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Je suis juste pour rappeler que la métropole, à travers sa politique de développement économique, puisque outre la région, c'est un acteur majeur de l'économie sur le territoire de la métropole, contribue entre autres à développer l'offre de services aux entreprises de notre territoire. Outre les soutiens au petit déjeuner de la création, il y a ces pépinières d'entreprises, Claret, Pascalis pour nommer Le Brézé, etc., pour nommer les principales, qui accueillent plusieurs dizaines de porteurs de projets. Et qui sont un véritable, qu'on essaye en tout cas avec les équipes de faire des véritables lieux d'animation de l'entrepreneuriat. On peut aussi citer le soutien de Clermont-Auvergne Métropole, par exemple au forum Oser l'entreprise organisé par la Chambre de commerce hier,
des dispositifs d'accompagnement comme le Fonds métropolitain d'innovation. C'est donc, je m'associe à vos remerciements parce que pour les partenaires que vous avez cités, alors je ne vais pas les reciter puisque vous êtes certainement beaucoup plus exhaustif et vous les connaissez mieux que moi, mais c'est tout un écosystème que vous rassemblez ici et c'est parfait. Donc ce sujet, je regrette de ne pas pouvoir assister aux conférences parce que c'est aussi un sujet qui forcément interroge, mais j'ai d'autres obligations, voilà, et je vous prie de m'en excuser. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon petit déjeuner, même si ça va être presque un brunch, hein, vu le temps que ça va durer. Hein. Et bravo pour ce que vous faites et passez tous une très très bonne journée. Et merci donc aussi aux intervenants que vous avez sollicités, dont certains au pied levé, m'a-t-on dit. Voilà. Donc voilà. Donc merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Gilles, c'est à 30 secondes. Je voudrais vous présenter Gilles Flichy, parce que comme on est aujourd'hui un peu plus institutionnel que d'habitude, Gilles, tu peux te lever juste 30 secondes. La personne qui est ici, vous pourrez discuter avec lui après, sauf si tu veux dire un petit mot, mais Gilles est le cofondateur avec moi des Petits Déjeuners de la Création. Il est toujours présent. Aujourd'hui, c'est un vénérable retraité, mais toujours dans le monde de la création. Il accompagne par ses activités, parce que voilà, c'est un retraité actif, vous savez, c'est de plus en plus. Il y en a voilà, qui ont plusieurs activités. Il accompagne des porteurs de projets, des gens qui sont en reconversion, des gens qui cherchent leur voie. Et c'est avec cet homme, un jour, un matin, où on s'est réveillé, on s'est dit, tiens, et on s'est réveillé, on s'est dit, je vous raconterai après Jean-Jérôme, pourquoi il est là, et on s'est dit, tiens, si on créait ces fameux petits déjeuners. Merci à toi, Gilles, dans tous les cas, c'était juste pour vous mettre son visage sur Gilles Flichy. Alors, l'intelligence artificielle, alors ça va être effectivement notre sujet de ce matin, c'est ce qu'on vient de se dire. Vous avez des places encore, là, il y a au moins 5-6 places par ici, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas, elles sont un peu plus par là, il faut traverser, mais l'intelligence artificielle, c'est effectivement pour vous tous, comme pour nous d'ailleurs, je crois même pour les experts, un sujet de questionnement. C'est-à-dire qu'on est complètement et ouvertement dans ce moment où on change d'air. On s'est réveillé en novembre 2022, un jour, on nous a dit, ça y est, même si certains étaient déjà des acteurs, travaillaient sur l'IA dans leur quotidien, dans leur recherche, etc., dans leurs études, mais la réalité subitement prenait corps et on basculait. Je crois que tout le monde ne le maîtrise pas, ne le ressent pas encore nécessairement. Bon, j'imagine que vous, plus que d'autres, bien sûr. On a changé d'air. Ouvertement, on a changé d'air, comme vous le citiez tout à l'heure à juste titre. C'est comme le jour où le premier ordinateur a battu un humain aux échecs, voilà, ou comme il y a des... Et encore que là, on a peut-être un outil qui, pour la première fois, peut même nous dépasser, va même nous dépasser. Un vaste sujet interne à OpenAI aujourd'hui. Est-ce que notre ami Sam Altman n'est pas en train de développer une IA, l'IAQ, c'est Q, c'est ça, hein, voilà, qui serait supérieure à l'humain, et d'où le débat interne chez OpenAI qui dépasse largement les petits intérêts. Quand on a une société valorisée 90 milliards, je crois qu'il n'y a plus de limite. Donc dans tous les cas, on est sur un moment crucial. Alors ce moment crucial, c'est bien, ça peut être l'objet d'un débat. On pourrait débattre pendant 2 heures sur l'IA, etc. et tout. Vous êtes des porteurs de projets, vous êtes des jeunes entrepreneurs, vous avez besoin de réponses extrêmement concrètes. Donc on a une table ronde ce matin, on a des experts, on a un entrepreneur témoin qui ont vocation, alors certes à vous faire briller les yeux, c'est l'idée, messieurs, madame, messieurs, de faire briller les yeux à ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont peut-être pas ressenti l'intégralité de ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle. Et dans un second temps, c'est de vous apporter des réponses extrêmement concrètes. C'est comment je démarre demain. Enfin, moi, je ne voulais pas te poser la question de manière aussi basique, mais c'est comment je démarre demain et comment je me lance finalement. Et comment je m'interroge, j'allais presque dire, et là je m'en excuse auprès des ingénieurs autour de la table, mais c'est peut-être la fin du monde des ingénieurs, des chercheurs, des ingénieurs, et c'est l'émergence du monde de la créativité et de l'imagination. Je crois que Charles, tu es un bon exemple. Voilà, c'est peut-être les idées qui font qu'aujourd'hui, c'est elles qui vont guider littéralement le développement, parce que développer un GPT ou utiliser une IA, c'est pas excessivement compliqué. Dans la version basique, on est d'accord. Hein, je pense que Manon nous dira que c'est beaucoup plus compliqué, mais dans tous les cas, pour un porteur de projet, ça peut être excessivement simple d'utiliser de l'automatisation, de l'IA, de l'automatisation et de faire tourner un système qui déjà va rendre des services énormes en gestion de relations clients, en nouveaux produits, en services, dans des domaines, dans tous les domaines, du tourisme, on en parlera, dans plein de sujets comme ça. Alors, je vais céder la parole à nos intervenants, comme à chaque fois, pour qu'ils puissent se présenter. Je voulais juste donc remercier avant notre Jean-Jérôme, qui est notre dernier invité de dernière minute, pour vous raconter les coulisses. Valérie
Monnier qui devait être présente ce matin a un gros empêchement sur Lyon, et Lyon, clairement, ça a beau être la même région, c'est pas la porte à côté. Donc malheureusement, elle est sur Lyon ce matin, donc elle ne peut pas participer. Et là, on échange à 7h15 du matin avec Charles, qui me dit « Bouge pas, j'ai quelqu'un, il est brillant, non seulement voilà, c'est un expert, il a tout un parcours, mais en plus de ça, il sait extrêmement bien parler dans un micro. Je l'appelle. » Et ça tombe bien parce que Jean-Jérôme a donc un enfant, c'est ça, et il était réveillé. Donc il sait qu'il participe depuis exactement 45 minutes. Merci. Et merci d'être là. Merci d'être là. Charles, je te donne le micro. Tu connais bien les lieux, petite présentation, le parcours, l'homme, et puis qui tu es, et voilà, et la société, ou les projets que tu représentes. Bonjour à tous. Ça marche, ouais. Ça marche, ouais. Je m'appelle Charles Marginier, je suis ingénieur en informatique et je suis entrepreneur maintenant depuis, on va dire, une grosse quinzaine d'années. J'ai eu un parcours d'entrepreneur assez varié dans le digital principalement. J'ai commencé en fondant et dirigeant une agence web, donc tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai ensuite cofondé et dirigé un média. Et par la suite, je me suis lancé dans le monde de l'e-commerce depuis 2018. Donc j'ai une marque de bijoux. Et parallèlement, depuis 2018, je mène un programme de R&D en intelligence artificielle qui vise à améliorer les performances de vente en ligne grâce à l'IA. Mon profil est un petit peu atypique dans le sens où tous mes projets sont toujours guidés par la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais de la vente de bijoux. Je pense que je suis la marque de bijoux en France qui a le plus de charges d'ingénieurs par rapport aux autres, quoi. J'ai une approche toujours technique et donc l'IA fait complètement partie, moi, à la fois de ma vie personnelle, mais aussi de mon business où elle est intégrée sous toutes ses formes. Voilà. Et quand Charles vous dit modestement, j'avais un média, c'était 11 millions de visiteurs par mois, non, je ne sais plus, c'est ça d'abonnés, oui, c'est ça, oui. Petit détail. Vous voyez, si vous ne le connaissiez pas, il y a peu de chance, mais si vous ne le connaissiez pas, voilà, vous avez la valeur de l'homme. Benoît Martinet, parcours d'ingénieur également, et puis aujourd'hui complètement plongé dans l'IA au quotidien. Exactement. Bonjour à tous. Donc Benoît Martinet, comme l'indiquait Frédéric, ingénieur informaticien, issu du cru local, l'IUT, Clermont-Auvergne et les IMA dans la foulée. J'ai un parcours un peu spécial. J'ai créé une entreprise sur Clermont-Ferrand il y a quelques années maintenant, un peu trop, qui s'appelle OpenDev, spécialisée dans les logiciels libres et le secteur de la santé. J'ai continué de travailler dans le secteur de la santé et progressivement, je me suis confronté à des algorithmes et des méthodes de plus en plus sophistiquées et de l'intelligence artificielle. Et j'ai continué à explorer le sujet. Et aujourd'hui, je suis directeur informatique d'une structure qui s'appelle Naya, qui a développé une plateforme web. Et le but de cette plateforme web, c'est de piloter, de gérer les systèmes d'IA des entreprises. Et c'est dans ce cadre-là que depuis maintenant un peu plus de 18 mois, j'ai pu voir plein de systèmes d'IA complètement différents, aussi bien dans des groupes du CAC 40 que des jeunes startups. Et c'est là où Frédéric m'a dit, il faut absolument que tu viennes, il y aura plein de questions sur comment ça se met en place, etc. Donc vu que j'ai eu le choix, je suis là. Oui, il a eu le choix, un peu comme Jean-Jérôme. Lui, il y a quand même 15 jours qu'il est prévenu, donc ça va, c'est bon, il a eu le temps de... Merci Benoît, effectivement. Alors Jean-Jérôme, voilà, même exercice. Et là, moi, je vais être dans le public, parce que là, je vais découvrir et écouter ton parcours, et puis l'homme que tu es, et ce que tu représentes ce matin. Super, merci de m'accueillir au pied levé. C'est un plaisir de se lever de bon matin pour parler d'entrepreneuriat et d'IA. Donc Jean-Jérôme Danton, j'ai un parcours de consultant en web marketing principalement destiné aux destinations touristiques. Ça fait quelques années que je bosse avec pas mal de destinations françaises et que je les aiguille sur leur manière d'intervenir sur le web. L'IA s'est imposée assez récemment comme quelque chose d'incontournable sur le sujet. S'en est suivi une création d'entreprise en cours justement sur le sujet de l'IA destinée aux offices de tourisme avec cette logique d'apporter un outil conversationnel, mais pas que, qui permet de guider le touriste dans tous ces questionnements concernant les voyages globalement. J'ai également, je suis maître de conférence à l'université et responsable d'un master en marketing territorial, donc destiné à la création d'entreprises sur nos territoires. Originaire de Clermont-Ferrand, vivant à Clermont-Ferrand,
Je suis parti un petit peu, mais je suis revenu aux sources. Oui, on fait toujours ça. Enfin, quand on quitte l'Auvergne, on se dit à un moment donné, tiens, il faut revenir, effectivement. Et puis, comme lors de chaque petit déjeuner, je vais me baisser un tout petit peu mon micro, voilà, tac. Eh bien, on a un ou plusieurs entrepreneurs témoins, parce que eux vont apporter la caution du quotidien. C'est-à-dire que là, alors certes, vous êtes tous entrepreneurs quelque part, tous dedans, vous avez tous la double casquette. Vous avez des places par là, devant, juste par ici. Double casquette, mais c'est bien d'avoir effectivement un entrepreneur et une jeune entrepreneur qui effectivement au quotidien est plongée dans cet univers-là. Manon, pareil, parcours et puis entreprise, en quelques mots. Eh ben, bonjour à tous, donc moi je m'appelle Manon Cortial, j'ai une formation d'ingénieur en robotique. J'ai commencé dans une entreprise, quand je suis arrivée j'étais la 4e, on faisait de l'interaction robot avec le robot Nao. Donc ça c'était génial. Oui, j'imagine. Après, et donc à un moment j'ai eu envie de changer et c'est là que je suis arrivée en Auvergne. Moi je suis pas auvergnate d'origine. J'ai travaillé quelques années chez Adobe en informatique industrielle, donc les machines d'impression 3D métallique. Et depuis 1 an et demi, je suis chez Perception 4D, donc j'ai fondé avec 2 camarades et qui fait de l'analyse de nuages de points 3D, aussi bien avec des algorithmes classiques qu'avec des algorithmes machine learning. Et donc je suis en plein dedans en ce moment. Et puis maintenant cette caractéristique, alors ça c'est très auvergnat aussi d'avoir du succès à l'international et de pas être très connu parfois sur son propre territoire. Merci d'être là, vous aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Non, c'est vraiment un plaisir. Et je pense à quelqu'un en particulier en disant ça. Je pense typiquement à une personne qui aujourd'hui est quand même à la tête d'une des plus grosses IA du monde et qui est clermontois, qui est Sébastien Deguy, qui est formé dans nos universités à Clermont. Accueilli dans la pépinière Pascalis pendant plusieurs années et qui aujourd'hui est le vice-président monde de Adobe, du groupe Adobe, et à la tête de l'IA qui s'appelle Adobe Firefly, qui est une des intelligences majeures en termes de génération d'images et qui est un vrai Clermontois. Voilà, donc ça fait plaisir à entendre. J'ai tout le mal que je vous souhaite, c'est ce même parcours et d'être à la tête d'un grand groupe international. Charles, on y va, on se jette. Alors moi en 2 temps, encore une fois, on va peut-être d'abord faire briller les yeux, je ne sais pas, voir un petit peu, on en est où sur l'IA, et est-ce qu'en quelques mots, on peut dresser quelque part, comment toi, je te connais tellement bien que je pense que je te laisse le micro, et vous verrez, c'est quelqu'un de passionnant. Alors déjà, je pense qu'en fait, si ici, a priori, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs et de porteurs de projets, et souvent, je pense que quand on commence à s'intéresser à l'IA et qu'on a ce profil, c'est un petit peu pour ce qu'on appelle ce mot à la mode, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. En quelque sorte, on est tous passés à côté de quelque chose parce que l'IA, c'est pas quelque chose qui est sorti l'année dernière avec ChatGPT. La première fois qu'on a parlé d'IA, c'était, il me semble, en 1943. Quand il y a 2 mathématiciens qui ont modélisé conceptuellement un neurone et qui, en les associant ensemble, ont essayé de répondre à la question « Est-ce qu'un jour, une machine pourrait potentiellement être capable de raisonnement complexe ?» Là, on était en 1943. Voilà. On ne cite pas parfois aussi même Alan Turing, je crois, parmi les... Ouais, dans les années 50, on a Alan Turing qui a créé le fameux test de Turing qui visait à poser une série de questions pour déterminer si la réponse provenait d'une machine ou d'un homme. On a eu le premier ChatGPT qui est sorti en 65. Donc c'est pas hier, il s'appelait Elisa. C'était pareil, un agent conversationnel, bon évidemment beaucoup moins performant que ce qu'on a aujourd'hui, qui jouait le rôle d'un psy. Vous lui posiez une question, par exemple, je me sens mal, et il vous répondait en fait par une question, mais pourquoi diriez-vous que vous vous sentez mal? Donc voilà, c'était relativement basique, mais c'était le premier agent conversationnel. S'en est suivi une longue période de calme pour l'IA, parce que dans les années 60, malheureusement, la technologie n'était pas assez mature, on n'avait pas des machines assez puissantes, on n'était pas capable de stocker assez de données pour pouvoir développer l'IA. Et finalement, l'IA a vraiment fait son retour dans les années 2000. Tu en parlais en introduction, c'est Kasparov qui s'est fait battre par Deep Blue, donc l'intelligence artificielle d'IBM. Et là, ça a créé un espèce de choc parce que ça y est, pour la première fois, les machines étaient capables de résoudre des problèmes complexes. On est rentré dans les années 2000. Là, évidemment, l'ère de l'IA a explosé. Il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a eu un sujet qui a émergé,
qui s'appelle l'intelligence artificielle générative. Contrairement à l'intelligence artificielle classique, c'est une sous-discipline de l'intelligence artificielle que j'appelle classique, involontairement pour vulgariser. L'objectif de l'intelligence artificielle classique, elle va concrètement résoudre un problème. Par exemple, elle va identifier un danger sur une photo ou elle va vous permettre de traduire un texte français en allemand. L'intelligence artificielle générative, elle est fondamentalement différente parce que son objectif, c'est de produire un contenu original sous forme de texte, sous forme de vidéo, sous forme d'image. Et quand on s'est lancé là-dedans, il y a une dizaine d'années, c'était de la recherche. Et par principe, quand on fait de la recherche, on ne sait pas si on va trouver quelque chose. Et là, en l'occurrence, on a trouvé quelque chose, et on a trouvé quelque chose d'extraordinaire, en particulier donc, la société OpenAI, qui ont lancé le programme GPT, qui est un LLM, on appelle ça un Large Language Model, donc qui est un système que vous interrogez avec du texte, qui est entraîné sur, on va dire, un énorme corpus de connaissances textuelles et qui va vous répondre par du texte. Et ça ouvre en fait des choses extraordinaires dans le sens où on a vu naître donc ChatGPT, on voit naître des intelligences artificielles qui permettent de générer des images, on voit naître des intelligences artificielles qui sont capables de générer du code informatique et ça entrouvre finalement je pense, pourquoi on est là, une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui est un petit peu comme l'ère de l'informatique, dans le sens où être capable de générer par intelligence artificielle du code informatique, ça veut dire qu'une machine est capable de réaliser des actions concrètes dans notre monde. Parce que par un code informatique, vous pouvez allumer une lumière, par un code informatique, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez faire plein de choses. Et ça veut dire qu'en associant cette capacité d'IA générative à produire du code informatique et des systèmes itératifs, alors on entrevoit un futur dans lequel l'intelligence artificielle potentiellement pourra avoir un fonctionnement, je dis similaire parce que ça reste très différent, mais au cerveau humain. Voilà un petit peu... C'est beau retracer l'histoire, on a fait quand même presque 80 ans là, donc effectivement on est parti de loin. Alors avant de revenir avec toi Charles, un peu sur le même sujet, Benoît, comment tu vois cette évolution de l'IA? Est-ce que c'est exponentiel? On est parti de loin effectivement dans l'histoire. Est-ce que ce caractère exponentiel c'est quelque chose qui va se continuer? C'est-à-dire, est-ce que demain tout s'accélère à des vitesses inimaginables? Je le vois et je le constate même régulièrement et je le constate sous deux aspects. De ma petite fenêtre au niveau de l'entreprise Naya, j'ai vu, sur les 6-8 derniers mois, un gros changement. Avant, mes interlocuteurs, c'était le service informatique, les services techniques qui avaient pour mission de déployer dans l'entreprise une intelligence artificielle pour un besoin quelconque. Ça allait se compter en nombre de mois. Depuis 6-8 mois, je vois quasi exclusivement les métiers. Les RH qui vont déployer une IA pour faciliter le recrutement. Je vois le service commercial qui veut une IA pour faciliter les réponses aux appels d'offres, etc., etc. Et l'informatique, je ne la vois plus que pour les questions d'infra. Où on héberge, comment on sécurise. Et ce sont vraiment les métiers qui prennent le sujet, qui ont les données, qui vont entraîner leurs IA, et là on raisonne en semaines. Et ça, c'est vraiment un très très gros changement que j'ai vu depuis avril dernier. Vraiment, tous mes contacts ne sont plus des contacts techniques, ce sont des contacts métiers avec « j'ai trouvé ça, comment j'utilise ». Comment je fais et comment je m'assure que quand j'ai mis une IA en place pour justement répondre à un appel d'offres, qu'elle ne va pas répondre à côté. Comment je peux garantir qu'elle ne va pas générer des éléments fictifs, par exemple. Et c'est vraiment le gros changement et ça s'accélère énormément. Cette accélération en direction des métiers, ça veut dire qu'à un moment donné, et là je raisonne par rapport à nos porteurs de projet, n'importe qui est à même de se poser des questions et puis de trouver des solutions. Enfin, j'allais dire... on a du mal un peu à cerner, je me fais volontairement le candide, mais on a du mal à cerner quelles questions je pose à l'IA. Parce que la première erreur qu'on voit souvent, c'est je lui pose des questions à la Google, il hallucine, il met des réponses, et c'est pas ça finalement. C'est quoi l'IA si on doit lui mettre des limites ou lui mettre un contexte? Comment je passe là-bas, Oh non, vas-y, on continuera avec... Pour moi, l'IA déjà, c'est répondre à un besoin. Je ne fais pas de l'IA pour de l'IA, sauf pour me faire plaisir, pour dialoguer avec un LLM ou autre. Mais je prends l'exemple, la dernière interaction que j'ai eue cette semaine avec un service commercial. Le besoin, c'est quoi? On est 10, on a en moyenne 5 à 6 appels d'offres à faire par semaine sur des machines-outils, sur des logiciels, etc. C'est long, c'est répétitif.
Des fois, on se fait recaler parce qu'on a un problème de forme. On a passé 2 semaines, on espère caler, c'est quand même dommage. On a une masse de données depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Et c'est là où soit on a une approche organisationnelle avec de l'informatique classique, soit on se dit, on va tenter avec de l'IA. Tenter avec de l'IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de former un pseudo-collaborateur qui va connaître tout sur nos outils, qui va connaître nos méthodes, qui va savoir rédiger, donc production de contenu, rédiger au moins une amorce d'un document, qui va pouvoir éventuellement analyser un appel d'offres pour dire ça et ça on sait faire, ça on sait pas faire. Donc une IA pour moi c'est répondre à un besoin. Après répondre à un besoin, jusqu'où je vais? Est-ce que mon IA va faire la réponse complète? Faut pas rêver. Bon, c'est de la science-fiction. Pour l'instant, ça pourra. Mais déjà l'IA va pouvoir analyser l'appel d'offres. J'en ai 4 à faire, j'ai une deadline. Il y en a un qui passera pas. Je vais peut-être faire un petit score sur ces appels d'offres, voir lequel j'écarte. D'un point de vue purement objectif par rapport à une IA qui est entraînée. Après, on le valide ensemble. Et sur ceux qu'on a retenus, comment on priorise? Quels sont les éléments sur lesquels on a tout le dossier administratif peut être fait automatiquement par une IA? J'ai un client que je ne peux pas citer là, pour lequel on valide son système d'IA. Il analyse un répertoire complet dans lequel il y a des tonnes de documents, des réponses à des appels d'offres, les résultats qui ont été obtenus, pourquoi on a été retenu ou pas, et qui à partir de là produit les étapes et dit voilà, mais il faudrait faire ça, ça on n'a pas, ça faut les français, etc. C'est vraiment un pseudo-collègue qui va guider, au moins dans un premier temps, la réponse pour l'appel d'offres. Et oui, quand on a préparé le petit déjeuner, Benoît a utilisé le terme de compagnon. Quelque part, l'IA, c'est votre compagnon, c'est votre assistant. Il y a une notion de hiérarchie, enfin, d'ordre et de voilà. On va dire compagnon de route ou sur lequel on l'interroge en permanence et sur lequel la réponse qui va être donnée permet d'aller plus vite, voilà, et permet pour l'instant de laisser la place encore à l'humain. Ouais. Avant également d'y revenir, Jean-Jérôme, j'allais dire par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger, je ne sais pas, toi, ta vision de l'IA, ce que c'est aujourd'hui, ou peut-être même des exemples directement concrets que tu utilises toi, comment tu vois en complément de tout ce qui vient d'être dit par les Benoît et Charles? Alors, bien évidemment, j'ai des visions très similaires. Là où j'ai envie d'élargir, c'est un peu sur cette vision sociologique que je rencontre quotidiennement de l'intelligence artificielle, notamment avec les étudiants que j'ai en cours, qui sont nés après les années 2000, mais qui finissent leur master et qui bientôt, très très bientôt, seront dans la vie active. Il y a une vision globale d'un outil qui est effectivement inconnu, qui leur permet de faire énormément de choses. De plus en plus, ils rédigent leur dossier et trouvent des réponses à différentes questions de cours sur ces outils-là. Il y a un ensemble qui fait que il y a une connaissance et une compréhension de ce que veut dire intelligence dans l'intelligence artificielle qui est encore très floue, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Nous peut-être un petit peu moins parce qu'on a essayé en tout cas d'utiliser les outils, de les travailler de fond en comble, et on a une vision en tout cas qui s'éclaircit sur ce que va être l'outil, ce qu'on lui a attribué comme mythe. Voilà, il y a aussi toute une partie de science-fiction et de blockbusters hollywoodiens qui nous ont donné une vision de l'intelligence artificielle. C'est Manon avec ses robots, tu vois. Enfin, le lien est super. Complètement. C'est parfait. Voilà, pour moi en tout cas, dans mes discussions quotidiennes avec les étudiants, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on fait après, c'est quoi la connaissance, c'est quoi la compétence, qu'est-ce qu'on devient. Effectivement, les intelligences artificielles, et j'aime bien l'utiliser au pluriel, permettent de faire énormément de choses différentes aujourd'hui. Elles se développent effectivement de manière exponentielle. Il y a des nouvelles IA qui naissent tous les jours sur des nouveaux sujets, sur des nouveaux secteurs. Voilà. Est-ce qu'elles correspondent encore à l'intelligence humaine? Pour moi, on en est encore un petit peu loin, mais on va certainement tomber dans le sujet juste après. Mais clairement, on a une ouverture claire du champ des possibles sur ce que l'on peut faire aujourd'hui avec, on va dire, 7 heures de travail dans une journée ou 12 heures quand on est entrepreneur. Et ce que l'on pouvait faire entre guillemets avant cette émergence des IA génératives grand public ouvertes à tous et ce que l'on est capable de faire aujourd'hui, et je pense qu'on va largement tomber dans le sujet. C'est clair. Alors avant de revenir avec vous messieurs, Manon, j'allais dire, de par ton parcours, tu as démarré dans l'IA bien avant qu'elle fasse l'émergence dans le grand public, puisque c'est ton métier quelque part, donc ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné tu avais déjà cette vision-là, cette accélération-là quand tu as commencé à travailler sur tes premiers robots, et est-ce que pour toi cette intelligence grand public qu'on voit aujourd'hui, elle contribue aussi à l'avancée de sa société, ou est-ce que c'est complètement à part, c'est notre intelligence, c'est notre travail, c'est du machine learning, mais c'est propre à toi? Comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Alors c'est une question vaste. Oui, vous avez 4 heures. J'ai j'ai découvert le machine learning pour la première fois vers 2010, où j'étais encore en études.
Et c'était des stats. C'était très mathématique, très joli. J'ai beaucoup aimé. Mais c'était juste avant. Je te coupe juste vraiment... parce que c'est ma faute, c'est moi qui ai lancé le mot. Si tu peux définir machine learning, c'est parce que c'est pas évident pour tout le monde. Alors, machine learning, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle qui se base en fait sur. C'est de l'apprentissage supervisé. Donc, où on donne au robot tout un tas d'exemples avec la solution qu'il doit trouver. On le laisse apprendre et après, on lui donne un exemple sans la solution et il est censé donner une solution plausible et bonne. C'est tout ce qui est reconnaissance d'objets dans les images, etc. C'est tout du machine learning en fait. Mais ChatGPT aussi d'ailleurs. Bien sûr. Qui s'est entraîné sur une bonne partie d'Internet. Exactement. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait de la génération spontanée de l'intelligence pure, c'est aussi de l'apprentissage et de la répétition d'apprentissage. Je te laisse continuer, pardon. Oui, alors pour moi, j'utilise l'intelligence artificielle de deux façons au quotidien. Une façon que je dirais grand public, avec ChatGPT, un peu comme tout le monde, un accélérateur de choses, donc un outil que j'ai pas forcément besoin de comprendre, que je me suis amusé à comprendre un petit peu parce que c'est mon métier et que j'aime ça, mais que voilà, que ce serait pas de l'intelligence artificielle, ce serait une autre technologie, que j'aurais pas besoin de le savoir. Et une autre partie de mon métier qui est d'implémenter les derniers modèles pour de l'analyse de données sur les nuages 2.3D. Et c'est un domaine assez spécifique et encore assez nouveau, parce que les algorithmes sur les images, c'est assez développé depuis pas mal de temps. Sur les points 3D, on a des problèmes particuliers, des problématiques particulières. Et j'étais encore dans un webinaire la semaine dernière où le conférencier parlait du premier vrai modèle sur les nuages de points 3D qui s'appelle PointNet. Et il disait c'était le temps des dinosaures, c'était en 2017. C'est ça. Donc pour vous parler d'accélération et du problème de se maintenir à jour, voilà, c'est très actif, mais même dans les parties vraiment spécifiques, donc c'est difficile de garder un œil sur tout. Ça bouge à cette vitesse-là, c'est clair. Alors je reviens vers vous, messieurs, on reviendra avec toi après Manon. Je sais pas, alors on revient à Charles, ça fait un peu aligné comme ça, mais j'allais dire, là on a défini quelque part un contexte, une histoire, un peu, et au quotidien, ça veut dire quoi l'IA pour toi, ou peut-être sur les projets sur lesquels tu travailles, et puis une autre question qui va avec, j'allais dire, on a entendu plein de choses là, mais il y a aussi une angoisse qui monte parfois, on se dit, mais mon métier, tu l'as évoqué, tes étudiants, mon métier, je fais quoi demain? Est-ce qu'il y a des métiers disruptés totalement? Est-ce que tous les métiers vont être disruptés? Est-ce qu'il faut se poser la question? On a là des porteurs de projets. Ça veut dire qu'ils ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont en train de lancer leur entreprise et de mettre toute leur énergie, leur temps, leur vie, et tu connais bien le problème, leur argent dans un projet qui peut-être n'existera même plus dans 18 mois. Parce que la problématique sur laquelle vous êtes fait que l'IA va la remplacer aussi facilement que 1 + 1 = 2 dans 18 mois, dans 24 mois. La deuxième, inversement, ils sont peut-être assis sur des mines d'or dont ils ne le savent même pas parce que tu nous parlais dans un petit déjeuner précédent de ce côté machine à idées, hein, voilà. Il y a peut-être des dizaines d'idées que vous avez en vous qui sont au ce jour inexploitables parce que technologie, développement, tu l'évoquais Benoît, services informatiques, cahier des charges, dizaines de milliers d'euros de développement, des mois et des mois, et là aujourd'hui peut-être qu'en 8 jours on peut le lancer. Donc on peut venir un peu plus dans le concret maintenant, j'allais dire. Voilà, pour toi. Alors il y a deux questions en une. Du coup, tout à fait, exactement. Oui, c'est trop riche comme sujet. C'est clair. Comment concrètement, moi j'ai intégré l'IA en tant que, parce que finalement je reste un start-upper, donc de manière très concrète, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce que ça nous sert? Et est-ce que, oui, à court ou moyen terme, ça va faire sauter vos emplois ou est-ce qu'au contraire, ça va permettre d'être beaucoup plus productif? L'intelligence artificielle, moi, j'aime la voir un petit peu comme un super pouvoir. C'est-à-dire qu'en tous les cas, alors on peut se projeter à court terme, à moyen et long terme, c'est beaucoup plus risqué. En tous les cas, à court terme, ce qui se passe, c'est que moi j'aime bien prendre par exemple l'analogie de la calculatrice. Quand la calculette est arrivée, les mathématiciens ne se sont pas retrouvés au chômage. Ça les a juste rendus plus productifs, plus efficaces dans leur travail. On peut aussi parler, par exemple, des experts comptables dans les années 80. Quand l'informatique est arrivée et qu'Excel est arrivé, eh ben, les experts comptables sont devenus infiniment plus productifs et plus efficaces qu'ils ne l'étaient. Pour autant, en 2023, à ma connaissance, il n'y a pas moins d'experts comptables qu'il y avait à l'époque. C'est juste que c'est en train de fondamentalement et structurellement changer les métiers du tertiaire. Les métiers qui sont là pour résoudre finalement la complexité de notre monde productif. Du coup, à court terme, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va simplement enlever
les tâches un peu rébarbatives, les tâches qui n'apportent peu de valeur ajoutée, pour que tous les profils concernés par l'intelligence artificielle puissent se concentrer sur la vraie valeur ajoutée de leur métier. Il y a des métiers qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres, en l'occurrence les métiers de l'information. Moi j'aime bien par exemple penser aux métiers, aux avocats ou aux juristes, où derrière il y a beaucoup de recherche d'informations, aller trouver la bonne jurisprudence dans le bon contexte. C'est des métiers qui vont être terriblement impactés et pour lesquels je pense que l'éducation nationale devrait se pencher dessus très rapidement, parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train d'apprendre dans les écoles de droit aujourd'hui. C'est un petit peu comme dans les années 60, quand en école supérieure, on vous apprenait à devenir un monstre en calcul mental. Ça allait être très vite obsolète et il était temps de changer très vite la manière de la méthode d'apprentissage. Donc, à court terme, voilà, je pense ce qu'on peut en dire. À moyen long terme, on va arriver. Alors, c'est très compliqué en fait d'anticiper, parce que ce qui s'est passé en 2020 avec GPT, c'est on a connu ce qu'on appelle une percée. Une percée, c'est un moment où la recherche trouve quelque chose et qu'on en voit émerger un outil profondément incroyable. Quand va arriver la nouvelle percée, c'est absolument impossible de le dire. Si ça se trouve, pendant 20 ans, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on va exploiter ce qu'on est capable de faire grâce à cette dernière percée. Il va y avoir plein de choses formidables qui vont sortir, mais on va être dans une phase de stagnation. Ou au contraire, si ça se trouve, on a déjà connu une nouvelle percée scientifique. Tu parlais de Q-Star en introduction, donc qui est une théorie sur OpenAI qui aurait potentiellement, peut-être, il faut le mettre avec 35 guillemets, ça, oui, une intelligence artificielle beaucoup plus performante que ce qu'on connaît aujourd'hui. Auquel cas, alors, ça remettrait encore une fois tout en question. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a un avant et un après, on va dire, l'ère de ChatGPT. C'est plus simple. Oui, c'est ça. C'est eux, quelque part, qui sont le marqueur d'une génération d'IA, mais c'est eux qui, aussi, dans l'histoire, resteront comme le marqueur, quoi. Du coup, la meilleure chose qu'on puisse en faire aujourd'hui, c'est de rester informé, suivre ce qui se passe, même se passionner pour le sujet, parce que finalement, ceux qui seront en amont, enfin, la clé ne va être que la connaissance. Est-ce que vous êtes inculte par rapport à ce sujet, ou au contraire, est-ce que vous vous y intéressez et que vous le prenez, on va dire, à bras le corps pour pouvoir l'intégrer dans le business, l'intégrer même dans vos métiers, dans tous les sujets. Et tu veux que je rajoute sur le concret après ? Vas-y, je t'écoute, tout va bien. Je m'étais amusé à faire un petit truc justement chez nous, en interne. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qui sommes une entreprise pour le coup quand même assez classique, donc là je vous parle de ce que vous pourriez intégrer très facilement en termes d'IA chez vous aussi. On a mis de l'IA, on a injecté de l'IA un petit peu partout. Dans le support client, on a augmenté globalement de 30% notre productivité. En fait, avec l'IA, il y a du positif, mais il faut quand même le prendre aussi avec des pincettes. Dans le sens que sur le support client, c'est très intéressant pour répondre à des questions simples de manière automatisée aujourd'hui. Donc ça permet ce gain de productivité. Par contre, paradoxalement, quand nous, dans le bijou par exemple, on a une cliente qui nous envoie une photo avec un bijou qui est un petit peu terni et qui nous dit oui, je ne comprends pas pourquoi ci, pourquoi ça, l'IA aujourd'hui n'est pas encore capable de répondre à ça. Donc il ne faut pas confier l'intégralité d'un service à l'IA. Ça va être un apport. Au niveau du développement informatique, on estime aussi qu'on a pris 30% de productivité sur ce sujet-là. Au niveau de la production de nos contenus visuels, de nos produits, on a pris 20% de notre production. On ne peut pas se passer d'un photographe. Par contre, notre photographe, nous, on a un photographe dédié. Par exemple, quand il va faire un visuel bijou, aujourd'hui, il va faire toute la déco autour du bijou générée par intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, là, il y a eu un buzz ces jours qui viennent de passer avec Chamonix, avec une affiche qui a été affiché dans le métro, où ils ont écrit en bas à droite « Généré par intelligence artificielle ». Non, c'était faux. La photo était bien une photo prise par un photographe. Par contre, ils ont ajouté des petits renards et des petits animaux avec de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, vient en complément du travail et n'est pas encore là pour remplacer le travail. Et je pense qu'on en est, malgré tout, encore un petit peu loin. Et après, il y a aussi les sujets de logistique, de gouvernance, etc. où finalement, en fait, moi, j'ai pu l'intégrer avec des outils très simples, hein, ne serait-ce que quand vous commencez, juste utiliser ChatGPT et apprendre à avoir une conversation avec ChatGPT, c'est déjà un outil qui est incroyable, dans le sens où, moi, j'aime bien le considérer, c'est un petit peu comme si vous faisiez venir un stagiaire qui sait tout.
chez vous, qui vient à vos côtés. Il sait tout, par contre, il ne connaît strictement rien à votre contexte. Et j'ai vu beaucoup de gens dire oui, il me répond à côté de la plaque, ça ne va pas, ce qu'il me dit. Oui, mais imagine, tu as un stagiaire face à toi dans ton bureau. Tu vas prendre le temps de lui contextualiser les choses, tu vas prendre le temps de lui contextualiser ton problème. Et c'est par la conversation, par la discussion que petit à petit, tu vas l'amener à t'apporter des réponses extrêmement pertinentes. Et donc, je pense que la première chose très concrète que tout le monde peut faire, c'est apprendre à avoir une conversation aujourd'hui avec ChatGPT ou même d'ailleurs d'autres LLM, parce qu'il existe d'autres solutions comme Bard, comme Claude, qui permettent de faire des choses un peu similaires. Et alors cette conversation justement, comment elle s'initie, comment elle se fait? Parce que j'allais dire, quand on ouvre ChatGPT, encore une fois, on a le bandeau de saisie à la Google en bas et on a tendance, mais est-ce qu'il garde en mémoire les conversations? Est-ce qu'il y a une façon de compiler enfin, déjà, comment je lui donne à manger de l'information? Comment je lui donne de la data, comment je le nourris, ça se passe comment concrètement? Un matin, j'ouvre ChatGPT, je prends la version payante à 20 € et ben oui, il faut toujours payer quelque part, c'est normal, c'est la vie, c'est que sinon il y a mal donne, il y a un endroit où il faut toujours payer. Comment toi tu procèdes? Comment tu travailles sur un cas concret peut-être? Moi je lui dis bonjour. Oui, j'aime bien lui dire bonjour. Ah oui, parce moi je dis merci souvent. Moi aussi, je STP aussi, je mets toujours STP quand je lui parle. Eh bien, vraiment, j'aime bien reprendre encore une fois cette analogie du stagiaire, quoi. Il faut lui parler comme à une personne et il faut bien considérer qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a tous besoin de contexte. Donc, il faut identifier le problème. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je veux lui faire de l'analyse de données dans du Excel, je veux aller chercher, je ne sais pas, j'ai un Excel avec toutes mes données financières de l'année et je veux aller vérifier, voir si à un moment donné, dans ce gros amas de données, je n'ai pas un défaut sur mon taux de marge. Eh bien, je ne vais pas lui uploader un Excel en lui disant essaye de voir si à un endroit dans mon Excel il y a un taux de marge qui est pas bon, qui est en dessous de 20%. Ça ne fonctionnera pas. Dans 99,9% des cas, ça ne fonctionnera pas. Par contre, de commencer à lui expliquer je suis chef d'entreprise, je travaille dans tel métier, ta mission aujourd'hui, elle va être de m'accompagner sur le fait d'analyser mes données. Ce que j'ai pu voir de l'Excel que je vais te fournir, c'est que j'ai des colonnes qui font ci, ça, 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 ça. J'ai pas bien compris ça, j'aimerais que tu puisses essayer de l'interpréter. Pose-moi des questions sur ce que toi tu en penses avant d'aller plus loin. Là, il va vous poser des questions sur ce qu'il va estimer comme nécessaire pour mener à bien sa mission, va du coup se construire une conversation avec lui pour l'emmener au bout du bout à aller chercher les données que vous voulez qu'il trouve et qu'il analyse. Mais c'est toujours dans une démarche de penser encore une fois à ce stagiaire qui a besoin de contexte, qui vient d'arriver aujourd'hui dans votre entreprise. Il est exceptionnel, il a 20 partout, le stagiaire, il est très très fort. Par contre, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre entreprise, il ne connaît pas votre contexte. Donc la base de la base, quand on discute avec un LLM, c'est toujours de prendre le temps de contextualiser. C'est cette notion de contexte qui est vraiment fondamentale aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le prompt, c'est ça, c'est d'arriver à générer. Ce qu'on appelle le prompt. Benoît, un peu même question. Pardon, Jean-Jérôme, tu voulais réagir? Non, je te fais. Non, oui, y a pas, comme ça, il n'y aura pas d'ordre, c'est mieux, effectivement. J'avais une petite réaction. Alors, bon, ça fait longtemps qu'on travaille avec Charles sur ces sujets-là et sur la manière d'utiliser ChatGPT. J'ai une vision encore un petit peu qui va pas plus loin sur la position. Alors, je suis tout à fait d'accord et bien amplement sur la notion de contexte, parce que sans contexte, il ne fait rien de très intéressant. On va se le dire comme ça. En revanche, sur la position exacte du stagiaire, pour ma part, j'ai tendance à utiliser 3 grands types de positions différentes. Effectivement, le stagiaire, très très utile pour faire. Voilà, on a besoin qu'il réalise quelque chose sur un élément très très précis, et ça fonctionne très très bien. Et c'est d'ailleurs le meilleur secteur de compétences, on va dire la zone de génie de ChatGPT. Il y a une deuxième façon pour moi de l'utiliser qui est intéressante, c'est le collaboratif. Pose-moi des questions, et c'est assez bluffant de lui demander de nous poser des questions pour aller plus loin, pour compléter, pour restructurer un contenu, restructurer un sujet. Donc c'est lui qui prend entre guillemets le lead, enfin les commandes, et tu te fais challenger par lui finalement. C'est lui qui t'interroge et t'amène à avancer dans ton projet. C'est un peu le schéma. C'est un peu la discussion entre collaborateurs. Oui, voilà. Et effectivement, la troisième étape pour moi, c'est justement le consultant où je lui dis critique ce que j'ai fait, donne-moi des idées, donne-moi des pistes. C'est pas tout le temps pertinent. On s'éloigne de la zone de génie. En revanche, c'est un côté très intéressant sur la manière de structurer la pensée,
voilà, c'est sur des présentations, généralement, j'aime bien lui présenter ma présentation, lui dire un petit peu ce qu'il y a dedans, puis qu'il me pose toutes les questions pièges qu'on pourrait me poser. Et c'est très très intéressant. J'encourage, voilà, vous avez une présentation à faire devant votre banque pour aller chercher un prêt. Demandez-lui de prendre le rôle du banquier pour qu'il déstructure et critique tout votre discours. C'est pas très agréable, mais ça évite de le faire dans la réalité et ça vous permet de le faire de manière fictive au préalable. Ouais. Voilà un petit peu pour élargir le propos de Charles. Benoît, un peu dans le même esprit, j'allais dire. Moi, je peux essayer d'être encore plus concret sur comment on utilise, nous, au niveau de l'équipe, l'IA sur juste vraiment un exemple. Tout à fait. On est tous dans une situation où, la semaine prochaine, on a une présentation à faire devant un nouveau client. Donc, dans le temps, comment est-ce qu'on a progressé de notre côté? Étape 1, on est tous en télétravail, donc réunion Teams, alors on fait quoi? Qui fait ça? Alors on va d'abord présenter ça, on fait ça. Ok, qui prend des notes? Ouais, je prends les notes, je m'en occuperai après. On fait le document, on le valide entre nous, il y en a un qui zappe un mail, il faut relancer tout le monde. Enfin bref, pour une présentation d'1 heure, on a passé 4 jours à 3 à se balancer des mails. Temps 2, attendez les gars, on va réfléchir dans Teams, il y a un moyen d'enregistrer la conversation, au moins on prendra pas de notes. Nickel. On discute 1 heure, on a un fichier qui a fait un méga 4. Putain, je vais pas lire tout ça, c'est trop long. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Bon, on met de côté. Temps 3, je vais utiliser ChatGPT, je lui passe le fichier, tu peux me résumer les points principaux? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais est-ce qu'il n'a pas oublié des trucs? Ouais, bon, enfin, j'ai une base de travail, je vais faire. Et temps 4, c'est là où on est actuellement. On utilise une IA de Microsoft sur du PowerPoint qui se connecte au Teams avec nous et on discute. C'est-à-dire, on fait, bon alors, premier point, par rapport au document X de travail, il faut sortir ça, ça et ça. Et on voit la slide qui se construit en même temps. Sur la deuxième, il faudrait prendre l'image qu'on a sur l'URL www nom du client /projet. Cette image, il faut la mettre à côté et en dessous, il faudrait mettre nos 3 points forts parce qu'on a fait ça, ça et ça. Ensuite, slide 3, il faudrait résumer ça, hein, c'est ça. Et on travaille et on voit le document qui se construit. Et chacun peut intervenir. Non, non, là c'est trop long. Non, mais dans le profil, les participants, il n'y a personne de technique, il faut enlever ça. Ou alors, il faudrait simplifier ça. Et le fait de dire simplifier, le texte qui avait été copié-collé, entre guillemets, par l'IA depuis un autre document, est reformulé. Ah oui, non, ce mot, non, on ne l'utilise plus, ce mot, il faut quelque chose de plus vendeur, de plus accrocheur, etc. Et on construit. Et à la fin de la réunion, on a le PowerPoint, et ce qui est génial, c'est que dans certains cas, on peut dire, voilà, ce document, il faudrait le traduire en anglais parce que je dois l'envoyer déjà au siège pour qu'il le valide avant que je le présente. On finit la réunion, on a le PowerPoint, on n'a plus qu'à l'envoyer par mail. Ça nous a fait gagner un temps de folie. Mais, dans les premiers temps, le premier PowerPoint qui a été généré, c'était une catastrophe. Et je reviens sur la notion de contexte, ce n'est pas un outil magique. Il faut lui dire où je trouve l'information, comment je l'utilise, qu'est-ce que je peux prendre ou ne pas prendre. À un moment, c'était génial. Ah ouais, alors, sur cette slide, on va faire une illustration de quelqu'un qui fait ci ou ça. Ah, c'était une catastrophe. On a fait autre chose, on a pris des images qui nous appartenaient, prises par un photographe, par une agence, et ce qu'on lui dit, c'est, dans notre base d'images, choisis 2 ou 3 éléments qui illustreraient au mieux ce concept. Et là, il va choisir les images, il ne les génère plus. Parce que vu ce qui a été généré, non, on nous aurait jeté des cailloux quand même. Ah bah, en termes d'image, il y a beaucoup de côtés un peu hallucinants. Je te donne juste la parole pour dire l'exemple. Effectivement, moi, je sais que je le pratique au quotidien dans les médias, où je lui donne à analyser une image. Je lui dis, décris-moi cette image. Je garde le contexte de l'image. Et après, quand je veux régénérer quelque chose de complètement différent, mais qui a le même contexte, je ne l'écris même pas. C'est lui qui a analysé une première image et qui m'a donné le descriptif. Il s'agit d'une table avec type salle de réunion, avec 4 personnes, 3 hommes, 1 femme, etc. Ça, je le garde. Et quand je veux régénérer quelque chose de complètement différent, je rappelle ce qui m'a décrit, mais c'est lui qui m'a dicté sur le parcours. Pardon, Charles. Je voulais juste rajouter un tout petit truc, c'est qu'on parle aussi des entrepreneurs locaux, oui. Et que sur ton sujet, il y a Alan Bétarel à Clermont-Ferrand qui est cofondateur de TLDV, qui est justement en fait un outil qui permet de faire ça, qui permet de se connecter sur Zoom, sur Google Meet et sur Teams, et qui vous permet finalement de résumer l'intégralité de vos réunions, de la chapitrer, etc. Et donc ils font un travail incroyable. Donc c'est aussi intéressant de parler des entrepreneurs locaux. Alors, je ne sais pas si finalement c'était un fake ou un vrai. On voit aussi une vidéo qui tourne où on voit une personne qui se fait recruter, qui est en visio avec le recruteur.
et qui a nourri son IA avant avec les données de l'entreprise, mais vraiment du genre le site internet, tout ce qu'il a pu trouver dessus. Et au fur et à mesure qu'en visio, le recruteur lui pose des questions, ça affiche les réponses en face de la personne qui est en visio et qui répond. Donc ça veut dire que le recruteur lui dit « Waouh, c'est impressionnant, vous en savez des choses sur notre entreprise, et vous feriez quoi ?» Et c'est ChatGPT qui génère « Moi je ferais ça, ça, ça », et la personne qui se fait recruter ne se contente de lire ce qui est marqué. Donc questionnement autour des recrutements, des CV, des lettres, des visios, etc. Mais c'est une réalité. Pardon, mais ça se trouve, au bout d'une semaine, la personne ne fait plus partie de l'équipe. Ah voilà, ça c'est la phase 2. Ça c'est la phase 2. Je voudrais juste revenir sur un point dont on parlait tout à l'heure par rapport à la crainte de l'IA, de l'emploi et des postes de chacun. De ma petite fenêtre, ce que je vois surtout, moi, c'est pas de la destruction de l'emploi, c'est de la transformation. Un exemple très récent, on a travaillé avec une grande mutuelle qui dispose d'un plateau téléphonique sur lequel il y a un peu plus de 60 collaborateurs qui font de l'analyse de devis. En clair, j'ai un patient qui va avoir une opération, qui va avoir un changement de lunettes, une prothèse, peu importe, qui a eu 2-3 devis par rapport à des professionnels de santé et qui se pose la question de comment je vais être remboursé. Donc, les mutuelles ont essayé de mettre en ligne différents outils pour répondre, qui ne sont pas toujours pertinents et surtout qui ont un frein réglementaire, pas de données de santé. En clair, si je veux me faire rembourser mes lunettes, il faut que j'ai une idée de mon historique. Si je l'ai déjà fait changer la semaine dernière, je vais être remboursé à nouveau. Mais ça, c'est de la donnée personnelle qui n'est pas disponible sur le chat en ligne. Donc vous avez toujours ces plateformes téléphoniques qui sont là. La réglementation évolue beaucoup sur le panier à taux zéro, sur les remboursements, etc. Donc il faut former en permanence ce plateau téléphonique, et c'est un métier où ça bouge beaucoup. Ils ont un turnover qui est de 3 mois. Tous les 3 mois, les plus anciens ont 6 mois. On va le dire comme ça, plutôt avec la marge. Et donc, la question qui s'est posée, c'est comment faire en sorte que les téléopérateurs répondent bien et soient efficaces alors qu'on doit les former en permanence dessus. Et c'est là où une première intelligence artificielle est apparue en support, qui était là pour mon patient me demande ça, j'ai reçu un devis, le devis est scanné par l'intelligence, on sort les mots-clés, etc. On peut lui répondre. Et cet outil a été entraîné jusqu'à un moment où il atteint le même stade de réponse qu'un collaborateur qui venait d'être formé et qui avait à peu près la même efficacité. Et donc il y a eu le fait de greffer une voix sur un système téléphonique qui disait voilà, bonjour, vous avez contacté le système support, on est là pour analyser vos devis, si vous l'avez au format PDF, envoyez l'adresse mail qui était générée en temps réel. J'ai bien reçu votre devis, alors c'est pour ça, ça, ça et ça. Je vois dans votre historique que vous avez déjà utilisé 30% de ce qui est possible dans votre contrat. Je vous conseille ça. Et il y a un échange qui se fait avec cette IA. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un peu plus de 60% d'appels en moins vers le plateau. En clair, quand il y a eu parcours téléphonique, le patient pouvait dire, ou l'IA pouvait dire, je ne peux pas vous répondre, je vous mets en relation avec un humain. Mais il y a eu quand même 60%. Et c'est posé la question de 60% sur le plateau, ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, l'entreprise a mis en place une démarche que j'ai vue dans toutes les autres qui ont été confrontées au même système. On a des gens qui sont à l'aise au téléphone, qui connaissent un métier, qui connaissent une réglementation. On va les mettre sur d'autres postes. Et la moitié de l'équipe du plateau s'est retrouvée en avant-vente pour la mutuelle, pour proposer des produits, pour commercialiser. Et du coup, le fait d'avoir introduit de l'IA a diminué le turnover pour le support, a amélioré le délai de réponse et a permis de dédier des membres déjà formés qui sont à l'aise au téléphone pour faire de l'avant-vente et à booster le chiffre d'affaires. Je n'ai pas les valeurs, mais c'est ce qui s'est passé. Et ça, je le vois dans de plus en plus de secteurs sur lesquels ce n'est pas de la disparition brute. C'est du changement. Alors, il faut accompagner le changement, parce que c'est quand même violent de se dire j'ai un automate qui fait mon boulot quand même. C'est pas évident. Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Moi, au téléphone, je peux prendre quelqu'un qui est énervé, je peux le calmer, je peux l'aiguiller, je peux lui proposer. Enfin, j'ai toujours un savoir-faire, pour l'instant, qui ne peut pas et qui ne sera pas facilement, sans aller trop loin dans la projection, facilement remplacé dans les prochains mois. Donc voilà, c'est surtout ça que j'observe dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Alors, on a parlé quand même des risques. Non, Gilles, oui. Bien sûr. Est-ce que c'est pas finalement transformer le domaine de l'intelligence rationnelle en chose à valeur ajoutée, c'est-à-dire de l'intelligence relationnelle? Si. Des conflits anticipés, donner envie. Voilà, comme tu veux. Tous les deux en même temps. Faites en canon. Allez-y, en canon. Il y a, dans ce que je disais tout à l'heure, cette logique de la conception de l'intelligence, elle est vraiment cruciale dans le moment qu'on est en train de vivre. Pour moi, effectivement, on a un système qui s'est quand même énormément basé sur le Fordisme. On structure l'action et puis on génère de l'action si besoin à la chaîne. Et pour moi, l'IA, c'est typiquement ce qui va nous permettre, nous humains, de ne plus avoir cette intelligence ou en tout cas cette production quasiment industrialisée ou en tout cas qu'on désindustrialise
réindustrialise, mais finalement on fait en boucle. On a une agence de communication, on fait des campagnes de communication en boucle sur différents canaux, mais c'est en fait finalement toujours la même chose, un petit peu adaptée. On a toujours en fait cette récurrence de production qui a un côté finalement aussi assez rébarbatif si on le prend pour ce qu'on est par rapport à notre profonde intelligence humaine qui est finalement beaucoup plus orientée sur de la créativité, de la réflexion profonde. Et là où moi je pense que l'intelligence artificielle va nous amener dans énormément de nos métiers, c'est d'être les penseurs pour pouvoir faire à un outil qui fait pour nous énormément de choses et qu'on va pouvoir de plus en plus tous devenir des penseurs. Et comme le disait très bien Charles, le tableau Excel n'a pas remplacé les comptables, bien au contraire. Les comptables sont allés beaucoup plus loin, ils ont fait les choses autrement. Ils ont un métier qui est certainement beaucoup plus agréable que remplir des fiches en écrivant à la main des colonnes et en faisant des calculs de tête. Donc pour moi, on a cette logique-là et je pense qu'on a une mutation en cours, en tout cas de tous nos métiers, qui vont dans ce sens-là, de finalement avoir l'idée de faire et de savoir faire à la machine pour pouvoir influencer des comportements et produire autrement. Donc les comptables vont devenir des psychologues et des philosophes, si je comprends bien. Un petit peu plus, mais c'est intéressant le parallèle que vous faites par rapport à ce qu'on appelle les soft skills, ces compétences humaines profondes d'adaptation, de flexibilité, de pensée, de créativité, parce que finalement, on peut le percevoir comme ce qui nous reste ou au contraire ce que l'on est, si je le définis très rapidement comme ça. C'est clair que... Maintenant, une réaction peut-être, effectivement. Juste très rapidement, pour parler de mon cas très concret, oui, c'est vrai, moi je fais du code, donc du développement informatique, et c'est vrai que les IA peuvent énormément aider pour tout ce qui est le code autour du code vraiment intelligent, et je me retrouve de plus en plus à ne faire que le code intelligent, et il y a des jours où c'est très très fatigant, parce qu'en fait, du coup, je ne me demande que ce qui est vraiment difficile pour moi, et qui est trop difficile pour l'ordinateur, et donc difficile pour moi, et c'est vrai que moi je sens une charge, en fait. Évidemment, j'ai beaucoup augmenté ma productivité, mais je sens une charge du travail qui devient plus dense, plus intense en fait. Oui, effectivement. Alors, il y a une deuxième question, qui est un corollaire qui va souvent... on avait l'inquiétude sur l'humain. Vous nous avez rassuré, c'est bien. C'est une bonne nouvelle déjà. Vous aurez un boulot dans les 10 prochaines années. Pas tout le monde, on a bien compris, pas tous, voilà, mais si vous faites cet effort-là, si vous êtes là ce matin, c'est que déjà vous aurez un boulot. Voilà. Deuxième élément, il y a aussi des interrogations quand même environnementales, parce que l'IA, ça consomme de l'énergie, ça consomme des serveurs, ça consomme énormément de puissance. Alors là, je contextualise dans le cadre du réchauffement climatique, c'est un danger ou c'est pas un danger? On sort un peu du contexte IA, mais qui a aussi sa question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Charles? Eh bien, comme le disait Jean-Jérôme à l'instant, l'IA, c'est un outil. C'est juste un outil. Alors certes, c'est un outil qui consomme beaucoup d'énergie, mais les questions de fond sur le réchauffement climatique sont quand même globalement beaucoup plus complexes, parce qu'on est en train de vivre, si on s'interroge sur ces questions-là, il faut s'interroger sur les questions de fond qui sont en l'occurrence la disparition de la biodiversité, qui sont la pollution des océans, qui sont les centaines de milliers de morts par an à cause de la pollution de l'air, et que finalement, peu importe les outils que l'on peut faire, tant qu'on continuera à les exploiter dans un système ultra productiviste de la manière dont on les exploite, alors de toute façon ça sera un problème insoluble. Voilà. Donc oui, il y a ces questions de réchauffement climatique, surtout sur les phases d'entraînement, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une intelligence artificielle, concrètement, elle a deux phases. Elle a sa phase, on va dire, pour la faire très simple, de création, qui est sa phase d'apprentissage, qui est une phase qui est énormément consommateur en termes d'énergie. On avait les chiffres, je ne sais plus de combien ils étaient sur GPT-4, donc la dernière version de ChatGPT. Enfin, c'est hallucinant la consommation pour créer ce modèle-là. Et la problématique qu'on a, c'est que vu que de toute façon, on est dans un système ultra concurrentiel où il faut toujours être le premier, et ben, plutôt que de se dire, bon, on fait une petite pause, on a un système qui est aujourd'hui extrêmement efficace déjà, qu'on peut essayer d'exploiter à fond, et ben non, on attaque tout de suite l'entraînement d'un GPT-5 qui est encore 1000 fois supérieur en termes de consommation d'énergie, et donc qui fait que de toute façon, la question du réchauffement climatique, des émissions de CO2 liées à l'IA, c'est avant tout une question de qu'est-ce qu'on veut en faire, parce que c'est un outil et que de toute façon, tant qu'on jouera le jeu de l'ultra-concurrence, ben, on émettra de toute façon. Oui, c'est ça. Benoît, une réaction, je voyais dire...
Un oui grand et complet dessus. Oui. Les seuls gains qu'on peut espérer par rapport aux phases d'apprentissage, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui sont dits pré-entraînés. C'est-à-dire, je vais prendre un modèle sur l'étagère que je vais compléter l'apprentissage, toujours dans l'optique du stagiaire finalement, pour dire voilà, je finis ton apprentissage avec mes données, mon entreprise, mes fiches produits ou autres. Donc l'entraînement est moins long, mais parallèlement à ça, dans les entreprises que je vois, il y a de plus en plus d'intelligences différentes qui sont entraînées séparément sur des secteurs ou des données différentes pour collaborer ensuite. Donc même si le délai d'apprentissage est moins long dans ces cadres-là, on en trouve de plus en plus. Donc la consommation sera malgré tout quand même au moins équivalente. Au moins équivalente. Non, c'est effectivement un vrai sujet également parce qu'on le sait, le numérique aujourd'hui pose un certain nombre de questionnements alors on est loin de l'IA en tant que tel, mais j'allais dire c'est une conséquence. Alors, dernière partie, vous savez, alors, les petits déjeuners par définition, on termine toujours à 10h pour vous libérer la matinée. On a supprimé les questions avec la salle, je vous rassure pourquoi. Il y a une raison, c'est que souvent il y a 3-4 questions seulement et puis on a perdu beaucoup de temps. On a préféré passer, vous avez des croissants et des chouquettes et du café qui vous attend à la sortie et vos intervenants qui seront plus librement, facilement accessibles pour poser vos questions beaucoup plus personnelles. Mais quand même, sur cette dernière partie, je vous propose qu'on redescende encore d'un étage. On va vraiment dans le bureau, dans la pépinière, le bureau d'à côté d'une start-up, une entreprise quelconque qui vient de s'installer ou d'un porteur de projet qui est en cours de création et qui n'en sait pas le métier du tout. Parce que c'est ce qu'on a aussi majoritairement dans notre salle. J'allais dire, à la rigueur, peut-être cette personne a ouvert un jour ChatGPT et encore que, elle a ouvert un compte, elle a vu le bandeau en bas, tout ce qu'on a décrit. Est-ce qu'on peut partir d'un exemple très concret, j'allais dire pour vous, peut-être un projet que vous portez, comment vous nourrissez, Jean-Jérôme, je sais pas, vous nourrissez en information, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la data, la façon de faire le prompt, comment je m'y prends, comment je démarre demain matin? Je vais vous parler de la création d'entreprise qui est quasiment finie en cours, comme ça ce sera plus simple. Donc c'est ce fameux outil d'intelligence artificielle certes, mais destiné aux offices de tourisme. La construction de base, comment, en tout cas moi j'ai commencé à utiliser ChatGPT pour toutes les missions du quotidien, finalement c'est oser lui demander un petit peu tout. Il y a une espèce pour moi de mindset, façon de penser, de se dire tiens je peux lui demander. Mais tout. Absolument tout. Peut-être que la réponse sera mauvaise et c'est la conséquence de ce mindset de je peux tout lui demander, c'est je suis aussi capable de critiquer tout ce qu'il me dit et de dire non ça vaut pas la peine d'y aller dessus ou il va falloir que je redétaille un petit peu le contexte parce que ce qu'il m'a répondu est mauvais. Et je pense que la vraie façon de parler avec l'outil, c'est d'accepter ses mauvaises réponses et pas dire qu'il est mauvais parce qu'il donne des mauvaises réponses, mais qu'il est mauvais, qu'il donne des mauvaises réponses parce qu'on lui a pas donné assez de contexte. Et je pense que ça résume un peu toute l'idée de base. Et donc, demain, j'ai besoin de trouver un nom de marque pour notre produit. C'est ChatGPT qui nous a aidé à le trouver. Il nous a aidé à le trouver et c'est bien cette logique d'aide. Et j'ai été lui demander, on voulait un nom masculin, traditionnel, plutôt bon vivant, gentil, qui donne une bonne idée de ce que pouvait être l'outil et qui donne envie de discuter avec lui. Donc on a posé un petit peu tout le contexte, on a décrit un petit peu marketingement et même défini structurellement ce que faisait l'outil dans un prompt qui était quand même assez long, alors qu'on a structuré. L'idée de base bien évidemment c'est qu'en fait on prend plein de notes à côté et puis quand on a plein de notes sur le sujet, qu'on a tout le descriptif de notre entreprise, on le rebalance dans ChatGPT en lui disant voilà ce que c'est mon entreprise, trouve-moi le nom qui va avec. Et je vous assure que c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il nous a proposé des noms, il nous a proposé 10 noms, puis on s'est dit, ces 10 noms, ça va pas. Donc, on a réitéré, on lui a dit, trouve-nous des noms qui commencent par un A, parce qu'on a envie d'avoir un nom qui commence par la première lettre de l'alphabet, c'est toujours bien en référencement, etc., etc. Et en fait, en faisant des itérations, on est arrivé sur le nom. Alors, on aurait pu trouver Anatole tout seul. D'accord ? Ça, c'est pas la vraie problématique. Sauf qu'on est passé par tellement d'idées, il nous a proposé tellement d'idées qu'à la fin, on s'est dit, oui, la bonne idée, c'est Anatole. On ne s'est pas dit, ok, on a choisi Anatole parce que ça sonne bien, c'est cool, ça donne envie, ou il y a une étude marketing qui va avec. Non, on a testé tous les noms, on a étudié, je ne sais pas, quasiment 300 noms ensemble pour se dire, tiens, c'est sur celui-là qu'on a envie de partir. Là, je vous parle juste de la définition d'un nom de marque. Ensuite, sur tout ce qui est structuration du marketing, comment on communique sur Anatole, encore une fois, on lui a posé la question. Quel peut être le plan de communication? Quelle est la stratégie marketing? Comment je me comporte en B2B avec les offices de tourisme? Tiens, je te donne une descriptive de toutes les missions des offices de tourisme. Comment je peux leur présenter Anatole pour que ce soit pertinent pour eux? Et à partir de ça, il nous a donné un plan de communication qui n'était pas parfait, loin de là. Mais on a réitéré dessus et on lui a reposé des questions et on lui a demandé de changer une partie, puis une autre, etc. Et finalement, en fait, il y a une logique qui est très importante dans ce mindset, c'est
1, j'ose demander, 2, je critique, et 3, je rentre dans une discussion. Et je discute. Et effectivement, ça devient plus vraiment un gain de temps à un moment donné, parce qu'on a passé tellement de temps à discuter avec l'outil qu'on a, entre guillemets, perdu du temps. Sauf qu'on a perdu du temps à travailler de l'idée, et en fait, la chose la plus importante que l'on construit, c'est notre représentation propre de la marque. Pas ce que l'outil a écrit, ce que nous, on a itéré, ce qu'on a posé comme question, et la façon dont il nous a répondu, qui nous a remis en question de plein de manières différentes, et qui nous a permis d'avoir de nouvelles idées qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas discuté avec l'outil. Charles, tu veux réagir? Il n'est pas là pour créer, il est là pour vous aider à vous structurer et vous challenger. Et dans ce que Jean-Jérôme disait sur le nom de marque, parce qu'on sait tous en tant qu'entrepreneur que trouver un nom, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, qui est souvent très laborieux parce qu'on a des idées. Et là, c'est l'exemple type où finalement, d'avoir un outil comme ChatGPT pour nous aider, nous accompagner là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'en plus de ça, l'outil, enfin ChatGPT, on peut le câbler avec des plugins. Et donc, on peut en même temps, en temps réel sur les propositions qu'il nous fait, aller vérifier si par exemple le nom de domaine en .com est disponible. Voilà, c'était la question suivante. Comment on peut le coupler avec Internet et aller faire la recherche Exactement, il y a des plugins. Donc ça permet vraiment de câbler tout ça, d'interconnecter les choses et donc de permettre de gagner en temps, parce que si vous devez chercher un nom et que vous le faites à l'ancienne et que vous allez par exemple sur OVH pour vérifier si votre .com il est disponible, le temps c'est long, c'est laborieux, vous avez des mauvaises idées, ça peut vous prendre 3 mois pour arriver sur un bon nom. Là, en une session d'1 heure ou 2 de travail, on peut réussir à avoir quelque chose d'extrêmement pertinent qu'on n'aurait pas eu dans le cadre inverse. Mais malgré ça, sur le sujet de l'IA, moi j'ai envie de vous rassurer. J'ai envie de vous rassurer parce que si vous êtes une petite entreprise à côté, là, dans votre petit bureau à la pépinière, eh ben, cette transition, globalement, dès lors que vous n'y êtes pas réfractaire, elle va être assez simple. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 choses à accepter quand on n'est pas du tout un pro de l'IA et qu'on veut s'y mettre. C'est, vous l'avez bien compris, d'une part, apprendre à se servir d'un LLM comme on a appris à se servir de Google. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, c'est ChatGPT le leader, mais demain, ça en sera peut-être un autre. Donc toujours avoir un onglet ouvert avec un ChatGPT. Évidemment, il faut avoir un abonnement payant à 20 € parce que les résultats de réponse n'ont strictement rien à voir, et prendre le réflexe, comme on a le réflexe d'interroger Google sur tout et n'importe quoi, d'interroger ChatGPT. Et vous allez voir qu'en fait, la démarche est quand même différente de l'interrogation de Google. Donc ça, c'est la première chose. C'est presque le plus difficile à mettre en place parce que c'est vraiment, comme le disait encore Jean-Jérôme, une histoire de mindset. J'insiste sur le mindset parce qu'il faut vraiment avoir cette volonté de le faire et cette volonté de passer à l'ère de l'IA. Et pour la suite, ça va se faire en douceur. Ça va se faire en douceur parce que l'IA, aujourd'hui, on est tous gavés d'IA. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Nous, aujourd'hui, on dépense des budgets importants en publicité chez Google et chez Facebook. Le métier de publicitaire en ligne est devenu d'une simplicité qui est déconcertante. Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle de Facebook, par exemple, ont une capacité telle à cibler les bonnes personnes que le temps de travail il a été divisé par 20 et les performances ont été multipliées par 100. Donc du coup, l'IA, de toute façon, les outils que vous utilisez au quotidien, les logiciels que vous utilisez au quotidien vont être de plus en plus gavés d'IA sans que vous n'ayez rien à faire. C'est-à-dire que vous allez exploiter de toute façon le potentiel de l'IA sans avoir à lever le petit doigt. Juste en vous mettant à jour sur les nouveautés que proposent vos outils, que proposent vos logiciels, que proposent vos solutions, vos SaaS, et vous passerez tout simplement à l'IA. Donc, accepter le changement, enfin accepter cette nouvelle ère, entre guillemets, intégrer un LLM dans votre vie, tant personnelle que professionnelle, parce que même à titre perso, avec Jean-Jérôme, on s'amuse avec nos enfants. Moi, le soir, là, c'est le gros amusement où je parle à ChatGPT. En fait, il y a ma petite qui a 3 ans qui lui dit oui, raconte-moi une histoire avec des dinosaures qui volent, qui font les singes, machin, et ChatGPT qui répond en vocal, qui lui raconte une histoire, et derrière, on intègre des notions éducatives dans tout ça, et donc finalement, ça ne vient pas que compléter la vie professionnelle, ça vient aussi rajouter des choses incroyables dans la vie personnelle et on s'éclate. Et après, elle lui fait dessiner des dinosaures violets, encore une fois avec des ailes. Elle veut des ailes partout. Et voilà. Et donc, LLM, intégration de l'IA dans vos logiciels. Déjà, si vous faites juste ça et que vous acceptez ça, 80% du travail pour la majorité des gens et la majorité des entrepreneurs, il est fait. C'est pas plus compliqué que ça.
D'accord, bah, c'était déjà une bonne nouvelle pour la suite. Benoît aussi, peut-être dans l'exemple du quotidien, je sais pas, dans comment je démarre demain, le bon conseil qu'on peut donner à un porteur de projet, c'est ça, comment je démarre en IA, et surtout quelles questions je dois me poser face à l'outil, je l'utilise comment, c'est très pratique. Alors déjà, le bon conseil que je peux donner, c'est structurer vos données. À un moment ou l'autre, vous allez devoir lui apprendre quelque chose. Lui apprendre quelque chose, ça veut dire lui fournir des contenus. Des contenus à jour, qui peuvent être des fichiers, qui peuvent être des URL précises, qui peuvent être le bilan de votre entreprise, qui peuvent être plein de choses. Il faut structurer ces infos. Vous avez ou vous allez subir déjà toute la partie RGPD. Mes traitements, mes données, qu'est-ce que je fais, jusqu'où je peux aller, etc. Ça permet déjà de structurer d'un point de vue réglementaire les informations. Mais aller plus loin. Quand vous allez avoir besoin de former une IA pour répondre à un besoin précis, à un moment ou l'autre, l'exemple du stagiaire, il va falloir contextualiser, lui donner l'info. Si vous n'êtes pas organisé pour savoir où se trouve telle info pour répondre à tel besoin, ça va être laborieux. Ou on va commencer à prendre des raccourcis. Non mais ça, je verrai plus tard. Mais si je vois plus tard, quand je vais poser des questions à l'IA, elle va taper à côté. Ou elle va halluciner, elle va donner des réponses qu'elle va extrapoler en disant « j'ai pas l'info, mais logiquement ça devrait être à peu près ça ». Non, le à peu près en entreprise, c'est pas bon. Donc c'est un travail pénible. Il faut prendre cette habitude de « j'ai de la donnée, elle est où ? Elle est fiable, elle est à jour. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir ? Propriété intellectuelle, gros sujet qui arrive dans les années à venir. Et comment, après, le fameux comment. C'est-à-dire j'ai un besoin, j'ai de la donnée, ok. On a parlé de modèle, on a parlé d'apprentissage, mais ça marche comment ça ? Et c'est là où cette notion de d'acculturation, de se former, de chercher simplement sur le web, comment je peux donner à une IA un ensemble de fichiers PDF pour qu'il me génère un document qui fasse la synthèse de mon entreprise ou de mon produit. Ça peut être un jeu à prendre, à se dire voilà, je vais chercher sur le web 2-3 outils qui me permettent de faire ça, en open source, je les télécharge ou pas, peu importe, et vous allez voir petit à petit que ça va enlever ce côté magique. Au début, ça va être il est complètement à côté de la plaque. Ah oui, le contexte, il faut que je rajoute de l'info. Ah, quand je rajoute ça ou quand je pose la question de telle façon, il est plus précis, il est plus pertinent. Et vous allez voir que cet entraînement, le fait de tester, de prendre en main, va donner des résultats. Mais pas tout de suite. Et c'est pour ça que je pense que cette notion de savoir où j'ai mes données et après comment je les utilise est quand même le premier pas à franchir. Maintenant, je t'ai vu plusieurs fois hocher la tête, donc je pense que tu as des choses aussi à nous dire. Oui, moi, puis la question d'origine, c'était pour les entrepreneurs qui veulent utiliser l'IA. Moi, je ne voudrais pas parler de ChatGPT, je voulais parler d'IA, entre guillemets, classique, qui fait de la détection d'objets dans les images, etc. Sur les algorithmes très récents, attention, c'est pas parce que ça marche sur la vidéo que ça marche en vrai. Oui, on a bien compris qu'il y avait toujours ce côté attention. Voilà, c'est que sur les choses très, très récentes, il y a toujours des choses magnifiques, ça marche super, ça comprend tout. Quand on gratte sur les données qui ne sont pas exactement celles sur lesquelles le modèle a été entraîné, tout de suite, la performance n'est pas la même. Et donc, ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre un peu d'argent pour avoir vraiment quelque chose qui corresponde à votre cas, à vous. Oui, tout à fait. Charles ? Parce que j'aimerais ajouter, juste techniquement, il faut bien comprendre que l'IA n'a pas de notion de fiabilité. Elle ne peut pas vous donner une vérité absolue. Les IA génératives, en l'occurrence, comme ChatGPT, ne sont ni plus ni moins que des modèles probabilistes. C'est-à-dire que pour comprendre comment ça fonctionne de manière très simple, pensez à Google. Quand vous tapez par exemple « achat voiture » sur Google, il va vous proposer « occasion ». En mots suivants. Ça s'appelle de l'autocomplétion. C'est-à-dire que le Google va vous proposer le mot-clé le plus pertinent qui va venir après vos deux premiers mots-clés. Et ben, un LLM, c'est exactement la même chose. C'est juste un système d'autocomplétion super avancé. Ça veut dire que ça calcule les mots qui suivent vos mots à vous avec les mots qui ont le plus de probabilité de suivre vos mots à vous, et il va vous les afficher. Et à partir de là, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il n'y a aucune notion de vérité. C'est juste de la stat, c'est juste des probas. Donc, il faut bien avoir ça en tête et surtout faire très attention aux réponses qu'il va vous donner parce que oui, il peut donner des mauvaises informations, des fausses informations, ce qu'on appelle des hallucinations. C'est pas pour ça que c'est une mauvaise chose parce que c'est un système probabiliste et il faut le prendre en tant que tel. Ah, c'est ça. Et ouais. Bien sûr, j'aimerais rajouter un petit truc aussi sur Manon qui parlait parce qu'elle est développeuse et moi aussi je suis développeur. Et ça m'interroge quand même parce que c'est vrai qu'on a été très modéré quand même dans le discours sur comment les choses vont évoluer, tout ça. Je suis développeur de base et en tant que développeur, ça m'interroge quand même
philosophiquement, parce que je pensais que mon métier, qui est un métier, on va dire, entre guillemets, intellectuel, passer ses journées à coder, on se sert quand même un petit peu de notre cerveau, en tous les cas a priori. Et on pensait que ça serait un des métiers qui serait en dernier impacté par la technologie. Et pourtant, c'est un des premiers. Quand je vois aujourd'hui ce qu'on arrive à coder de manière automatique, et quand on sait ce qui arrive, parce qu'aujourd'hui on arrive, voilà, comme tu le disais, à automatiser en fait tout le code qui a peu de valeur ajoutée, donc le code simple, et donc on se concentre sur le code à haute valeur ajoutée, donc ça casse d'autant plus la tête, mais que maintenant on entrevoit, parce qu'on sait techniquement comment les choses fonctionnent, et qu'on voit ce qui arrive, en l'occurrence des IDE qui prennent l'intégralité du projet en contexte, le métier de développeur, c'est un métier qui va fondamentalement changer dans les 5 ans à venir, où les développeurs ne seront plus des développeurs, mais seront en quelque sorte des opérateurs de systèmes d'information. Parce qu'il s'est passé un truc incroyable, c'est que depuis des décennies, pour parler à une machine, on avait besoin de code informatique. Et depuis 2 ans, depuis 1 an, eh ben, la machine, elle est capable de comprendre le langage humain. Donc à quoi sert un codeur ? Eh ben, les codeurs vont être comme les pilotes d'avions de ligne, ils vont être des opérateurs de vol, ni plus ni moins. Et c'est terrible pour nos métiers parce que ce qu'on apprend aujourd'hui va être absolument obsolète dans 10 ans. Donc comment est-ce qu'on forme aujourd'hui un ingénieur alors qu'on sait pertinemment qu'à la vitesse à laquelle vont les choses, dans 10 à 15 ans, le métier n'aura strictement plus rien à voir. Ah oui, tout à fait. C'est une vraie question. C'est de se poser. Vous voyez, c'était le début de cette table ronde, c'est de se poser vraiment la question sur vos produits, vos marchés, vos entreprises, celles que vous êtes en train de créer ou que vous venez de créer. Peut-être que vous êtes assis sur quelque chose qui n'existe plus dans 2 ans. Donc ça veut dire qu'il faut juste, comme l'entrepreneur par définition, c'est quelqu'un qui chaque matin se pose la question sur ce qu'il va devenir à court, à moyen et à long terme, on oublie, à court et moyen terme. Moyen terme, c'est déjà bien, c'est-à-dire qu'il se peut se projeter à 2 ans, c'est bien. Voilà, ça veut dire que vous devez vous poser la question, est-ce que mon produit peut être 2 aspects complètement supprimés, encore une fois disrupté, changé profondément par l'IA, ou est-ce qu'inversement, mais il n'y a pas là une opportunité d'aller 10 fois plus vite. Et je t'avais donné des exemples sur les chatbots, sur la relation client, ne serait-ce que ça, ou l'automatisation, on a parlé des développeurs, mais l'automatisation dans plein de choses. Tous les métiers, effectivement, tout votre quotidien de réception d'emails, de renvoi d'emails, de gestion de la comptabilité, voilà, de pouvoir shooter en photo juste une facture, ou mieux un coup de scan, et automatiquement l'IA va la placer où il faut en compta, va la générer et faire l'analyse qui va vous prévenir qu'il faut la payer. Enfin, on peut automatiser toute une chaîne qui va derrière avec des outils grand public. Si vous vous intéressez, effectivement, comme vous l'avez évoqué, il faut vous tenir au courant chaque jour quelque part, et c'est pour ça qu'on refera ce petit déjeuner, ou aux formes d'atelier peut-être, échange, mais également avec les outils d'automatisation comme Make ou autres derrière, qui vont vous permettre de faire travailler l'IA pour vous, et puis de déclencher des systèmes d'automatisation qui vont remplacer plein de choses. Donc si vous vous posez ces bonnes questions-là, vous verrez que je pense que vous serez demain, c'est vous à Clermont qui serez les leaders mondiaux des entreprises qu'on a évoquées au début, et maintenant on sera le porte-drapeau. On va peut-être terminer, il nous reste juste 5 minutes avec après donc petit échange café croissant chouquette, hein, attention aujourd'hui ça rigole pas, je dis ça pour certains autour de la table que je connais mieux que d'autres, je sais qu'ils apprécieront, suivez mon regard. Alors peut-être juste on termine par le bon conseil éventuellement, on l'a déjà vu, de bons conseils. Demain matin je commence par quoi? Je n'ai jamais mis les mains dedans, on m'en parle de partout, je sais pas, est-ce que l'un d'entre vous ou peut-être Manon ou Jean-Jérôme, je sais pas si tu avais le bon conseil à donner, pour quelqu'un qui n'est pas de ton domaine, tu vois, qui a une entreprise artisanale, potentiellement sur un domaine où il va fabriquer des bijoux qu'il va vendre après chez Charles. Mais je démarre comment? Voilà, je fais quoi? Je vais où sur mon ordinateur? Alors c'est compliqué. Moi, mes projets en fait sont souvent portés par des clients qui ont déjà un peu réfléchi, on parlait des gens du métier. C'est les gens du métier qui savent que ça peut être fait par intelligence artificielle, soit qui s'en doutent. C'est clarifier l'objectif que vous voulez atteindre. Oui. Parce que je veux détecter les voitures, mais moi je vais vous détecter des voitures. Si le but c'est je veux savoir si je peux rentrer dans la rue parce que mon véhicule peut passer, c'est pas forcément la même chose qu'on va faire. Donc premièrement, deuxièmement, évidemment, ayez des données. Oui, je crois que ça a été effectivement. Voilà. Et lancez-vous, quoi, finalement. Et lancez-vous, et si c'est vraiment
pour rentrer dans la technique et dans le code, faites appel à des experts parce qu'il Voilà. y a quand même une marche C'est clair. entre ChatGPT et MS3D++, il y a quand même une marche. Ça je veux bien vous croire. Jean-Jérôme, même bon conseil, j'allais dire, je démarre par quoi demain matin? J'ai jamais mis les pieds encore sur une IA, ou tout au moins je l'ai fait à titre de démonstration avec des collègues au bureau. Je commence par où? Je vais reparler de mindset. Ouais. Pour moi, il faut accepter de comprendre que avec un outil, mais qui est en fait le prolongement de l'imprimerie, Internet, la télévision, etc., encore un nouveau système d'information finalement, si je le réduis à son basique, c'est finalement qu'est-ce que la compétence, qu'est-ce que la connaissance, et se rendre compte que je suis capable de tout demander et qu'il va me donner des réponses qui ne seront pas toujours vraies. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, je reprendrai le propos de Charles. Osez y aller, osez lui poser des questions, regardez ce qu'il vous répond, structurer tout ce qui va avec pour pouvoir faire que la deuxième réponse soit déjà beaucoup meilleure que la première, que la troisième soit encore meilleure, et qu'à partir de ça, vous ayez un contexte bien structuré que vous gardez de côté pour pouvoir le ressortir, pour qu'il réponde vachement mieux à la troisième question ou à la troisième discussion que vous aurez avec. Mais c'est oser utiliser l'outil et oser penser que vous êtes en mesure d'apprendre et de comprendre quelque chose aujourd'hui beaucoup plus rapidement qu'avant. D'accord. Benoît, on a compris, la donnée, c'est ça, c'est... Devinez quoi, je vais en reparler. Hein. Ben oui, c'est ça. Non, mais juste la donnée et imaginez ce que vous pouvez faire avec la donnée. Un exemple simple, je ne vais pas prendre trop longtemps. Récemment, j'ai travaillé avec une entreprise qui avait plusieurs centaines de gigas de données de fichiers MP3. Je dis, mais c'est quoi ça? Vous en faites quoi? Ah ben ça, on a enregistré nos entretiens, on rappelait nos clients par rapport à des machines-outils, en cas de satisfaction, des choses classiques. Ok. Et vous en faites quoi? On les garde pendant 2 ans, ça nous a servi à faire un taux de fidélité. Ok. Et vous les avez recoutés, vous en faites quoi? Rien. Et en creusant, ils se sont aperçus que finalement, en échantillonnant quelques pistes, comme ça, des clients qui ah ouais, mais l'outil est pas mal, mais s'il y avait eu ça, ou quand vous faites ça, recontactez-moi, ou alors ce serait bien qu'il y ait ça, ou votre concurrent. Enfin, il y a plein d'infos dans ces discours. Donc tous ces fichiers MP3 sont passés dans une IA qui a retranscrit ça en forme de texte, et à partir du texte, il y a une analyse lexicale sur une masse de données très conséquente qui leur a permis de recontacter des prospects qui sont redevenus des clients et de se servir de la donnée. De la donnée, c'est ça, pour reboucler. Merci Benoît. Charles, même question. Je démarre comment? Je pense que la clé de réussite pour tous les entrepreneurs, c'est le pragmatisme. Ce qui fait un bon entrepreneur, c'est d'être un bon pragmatique. Il n'y a pas de réussite sans pragmatisme. Et le pragmatisme invite au pivot. Parce que quand on est entrepreneur, on est toujours sur une certaine zone d'instabilité. Les choses changent, les systèmes évoluent, le monde dans lequel on vit évolue. Et si on reste figé, on s'effondre. Moi, j'aime bien parler de gravité. Je trouve qu'une entreprise a une gravité par définition. Elle tend vers le bas et que si on ne fait pas les efforts pour créer, pour être moteur de la croissance, alors l'entreprise a tendance à chuter. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense que cette zone d'instabilité est encore plus forte qu'avant. Donc, ça invite chacun d'entre nous à prendre encore plus de recul et d'humilité sur la manière dont on entreprend nos projets. Parce que les choses changent, tout simplement, et que voilà, il faut... Voilà. Oui, c'est une belle conclusion. C'est un côté gravitationnel. On sentait que la fin de la conversation, il y avait un côté. C'est ça. Mais le message était fort, c'était ce qui compte. Eh bien, il est 10h. Merci. Je vous propose qu'on remercie nos intervenants en les applaudissant. Vous l'avez compris, on ne peut pas faire le tour complètement des IA. J'espère juste avoir des petites graines aujourd'hui qui ont été semées. L'idée, c'est qu'on puisse poursuivre dans des ateliers, par exemple, pourquoi pas, sur les IA. Vous dire qu'on aura aussi la chance, je pense, de faire une prochaine aussi grande conférence IA avec aussi d'autres acteurs qu'on prépare dans les jours qui viennent. Et on se donne rendez-vous pour un prochain petit déjeuner. Ça sera sur ne pas tout risquer, parce que c'est un sujet important. On fera ça en janvier et on aura également un atelier de la création qui aura lieu aussi d'ici le mois de janvier. Donc, vous voyez, rien en décembre. Donc, d'ici là, passez de bonnes fêtes. Merci à vous. Merci.